Chapitre 1er. Lorsque mon oncle Stavelot acheta son 15e arpent de vigne à la succession du vieux Hans Aden Fischer, en l'an de grâce 1840, et qu'il le paya comptant 1000 écus entre les mains du notaire Bischoff, tout le village d'Eckerswehr en fut émerveillé. Plusieurs proposèrent de le mettre dans les honneurs, de le nommer bourgmestre ou conseiller municipal. D'autres, plus judicieux, dirent que la place de dégustateur juré serait plutôt son affaire, attendu qu'il n'y avait pas de plus fin connaisseur en vin que l'oncle Stavelot. Mais il ne tenait pas à ces choses, et répondit modestement. Laissez-moi tranquille avec votre place de bourgmestre et de conseiller municipal. Dieu merci, je suis délivré de toute espèce d'ennui pour mon propre compte. Est-ce que j'irai maintenant, à 53 ans, m'en donner pour la commune? Non, non, ôtez-vous cela de l'esprit. La place de dégustateur juré me conviendrait mieux, car il est toujours agréable de boire un bon verre de vin qui ne vous coûte rien. Mais, grâce au ciel, mes caves sont assez bien fournies en Ricquevire, en Cuiterlé, en Drachenfels, de toute qualité, pour n'avoir pas besoin d'aller marauder à droite et à gauche et mettre le nez dans le cru de mes voisins. Savez-vous ce que je vais faire maintenant? Je n'ai pas l'idée de me croiser les bras sur le dos, vous pouvez le croire. Je vais cultiver mes vignes avec prudence et sagesse. Je vais faire remplacer les vieux plants qui ne donnent plus rien par des jeunes, et ceux de qualité médiocre par de meilleurs autant que possible. Je me promènerai tous les matins le long de la côte avec ma serpe dans ma poche, et si je vois de mauvaises herbes, j'irai les enlever. Je rattacherai les sarments des fées à leur piquet. Les occupations ne me manqueront pas. Ensuite, je retournerai tranquillement dans ma maison, me mettre à table avec ma fille Margredel et mon neveu Casper. Nous boirons un bon coup après le souper, et Casper nous réjouira d'un air de clarinette. Au temps des vendanges, je souffrerai mes tonneaux, je surveillerai ma cuvée. Enfin, au lieu de me mêler de ce qui ne me regarde pas, j'aurai soin de veiller à ce qui me regarde. Il ne suffit pas, mes chers amis, de savoir acquérir. Il faut encore savoir conserver. Combien de gens, à force de vouloir des honneurs et de la gloire, finissent par se ruiner de fond en comble. Allons, allons, vous êtes de bons enfants. Vous avez voulu me faire plaisir, je le sais. Mais vous avez pris un mauvais moyen. Ma place n'est pas au conseil municipal, elle est dans mes vignes. Je ne veux rien être que Conrad Stavelot. Et je le suis, par la grâce de Dieu. Ainsi parla mon oncle, et tout le monde comprit qu'il avait raison. Or, tout ce qu'il avait dit, il le fit exactement, et non seulement il soigna ses propres vignes, mais il mit encore les miennes en bon état. Depuis la mort de ma mère, je vivais chez l'oncle Conrad en famille, et, pour vous dire franchement les choses comme elles sont, j'étais amoureux de ma cousine Margredel. Je trouvais ses cheveux blonds, ses joues roses à petites fossettes, et ses grands yeux bleus les plus beaux qu'il soit possible de voir. Sa petite toque de taffetas noir, son corset à paillettes d'or et d'argent, sa robe rouge bordée de velours, tout ce qu'elle mettait me semblait avoir une grâce surprenante, et je me disais, dans tout le pays, depuis Münster jusqu'à Saint-Hippolyte, il n'y a pas une jeune fille aussi belle, aussi bien faite, aussi riante, aussi gentille que Margredel. De son côté, Margredel me regardait d'un œil tendre. À toutes les fêtes de village, elle ne dansait qu'avec moi. Nous partions le matin dans la charrette sur 2 bottes de paille, Fox et Rappel en avant. L'oncle Conrad conduisait, et tout le long de la route, nous ne faisions que rire et causer. Encore aujourd'hui, quand je songe à ces petits voyages, à notre arrivée au Cruchon d'Or, sur la place de Hunevire, à nos danses, il me semble revivre dans un temps meilleur. L'oncle Conrad savait bien que j'aimais Margredel, mais il nous trouvait encore trop jeunes pour nous marier. Casper, Disait-il quelquefois, tâche d'amasser de l'argent avec ta musique. Cours les villages, n'oublie aucune fête. On m'a dit que tu es la première clarinette de l'Alsace, que Waldorn avec son corps et toi, vous valez tout un orchestre. C'est le père Niklaus qui m'a raconté ça, et je pense comme lui. Eh bien, quand tu auras amassé de quoi acheter 2 arpents de vigne, garçon, je te dirai quelque chose qui te fera plaisir. et,
parlant de la sorte, il regardait Margredel qui baissait les yeux en rougissant. Moi, je sentais mon cœur sauter dans ma poitrine. Vous ne sauriez croire combien j'aimais Margredel. Souvent, quand je suis seul et que je rêve, les yeux tout grands ouverts, il me semble remonter la rue du village dans ce temps-là. Je vois la maison de l'oncle Conrad à mi-côte, avec son pignon pointu taillé en dents de scie, qui se détache sur le frêlant couvert de vignes. Je vois la petite lucarne à la pointe du toit où voltigeaient les pigeons blancs et bleus, qui faisaient la grosse gorge et tournaient sur la petite fourche en roucoulant. Je vois les deux petites fenêtres de la chambre de Margredel au-dessous, avec ses pots de fleurs en terre vernissée, ses œillets et ses résédas. Je vois Margredel, qui me regarde venir de loin sans bouger. Elle croyait que je ne la voyais pas, mais je la voyais, et j'étais heureux comme un roi. Je serrai ma clarinette, je me redressai, je boutonnai mon habit veste, j'écartai mes cheveux et je marchai d'un bon pas, pour qu'elle pense Casper est le plus beau garçon du village. quand je montai l'escalier, jetant un regard de côté dans la salle, je la voyais déjà déployer la nappe, arranger les verres et les assiettes sur la table. Elle était descendue comme un oiseau et ne voulait pas avoir l'air de savoir que j'arrivais. Mais moi, j'étais heureux, car elle m'avait attendu, et je me disais, elle m'aime, Eh tiens, te voilà, Casper. faisait-elle. Je te croyais encore en route ce matin. Oui, Margredel, me voilà, disais-je en accrochant mon sac au dos du fauteuil et déposant ma clarinette sur le bord de la fenêtre. J'arrive d'Orbay, de Kirchberg ou de tel autre village des environs. Tu t'es bien dépêché? Oui, je me suis dépêché. Alors nous nous regardions. Elle me souriait en me montrant ses petites dents blanches. J'aurais voulu l'embrasser, mais elle m'échappait toujours, criant. Casper, Casper, voici mon père. Elle se sauvait dans la cuisine. Et presque toujours, quand je regardais dans la rue, l'oncle Conrad, avec ses larges épaules, son feutre noir et sa veste grise, était là, qui revenait de la vigne. Ah, toutes ces choses, je les vois. J'y suis. Pourquoi faut-il que ce bon temps de la jeunesse passe si vite et qu'on y songe toujours? J'avais le plus grand respect pour l'oncle Conrad, et je l'aimais comme mon propre père, malgré sa voix rude quand il était de mauvaise humeur, et surtout quand il se fâchait. Cela n'arrivait pas souvent, mais quand cela arrivait, c'était terrible. Son grand nez crochu se recourbait en bec d'aigle sur ses lèvres, ses yeux gris lançaient des éclairs, et sa voix éclatait comme la trompette du jugement dernier. Il ne levait jamais la main, connaissant lui-même sa force extraordinaire et craignant de faire mal aux gens. Une fois cependant, je le vis, à l'auberge des Trois-Roses, où nous étions allés le soir, selon notre habitude, prendre une bouteille de vin en société des vignerons d'Eckersville, qui se réunissaient dans cet endroit. Je le vis s'emporter et devenir tout pâle à propos d'une façon particulière de planter la vigne. Le vieux Mériane prétendait que les plants du tocayer doivent se traîner un peu dans le sillon pour bien venir, et l'oncle Conrad qu'il fallait les mettre tout droit. Mériane finit par dire que l'oncle Stavelot ne connaissait rien à la vigne, et qu'il ne distinguerait pas un plant de tocayer d'un autre de Dreinfels. L'oncle se fâcha, et frappant de la main sur la table, les verres, les chopes et les bouteilles sautèrent au plafond. Il s'était levé, criant d'une voix de tonnerre. Voyons, vous autres, voyons! Qui soutient les propos de Myriane? Je ne veux pas lui répondre à lui. Mais vous autres, mettez-vous 3, 4, 6 contre moi. Il regardait autour de la salle. Personne ne bougeait. Je sus alors que l'oncle Conrad était l'homme le plus fort du pays. Je le vis de mes propres yeux. Il m'était bien arrivé d'entendre raconter que M. Stavelot avait terrassé dans son temps tous les Hercules qui se présentaient aux luttes de village, et que même, peu d'années avant, il était allé provoquer un certain bûcheron Diemer, qu'on appelait le chêne des Vosges, à cause de sa force extraordinaire, et qu'il l'avait renversé sur les 2 épaules, oui. Mais avec nous, il se montrait si raisonnable, il avait tellement l'habitude de dire que la force ne signifie rien, que l'on ne doit pas se vanter d'être fort, et, disant cela,
Il se caressait le menton d'un air de saint homme tellement convaincu de ces choses que j'avais fini par le croire sur parole et le considérer comme un être très pacifique. Sans cesse, il me répétait: Casper, s'il t'arrive jamais de te trouver dans une dispute, sais-tu ce qu'il faudra faire? non, mon oncle. Eh bien, comme le Seigneur t'a pourvu de grandes jambes, tu prendras tout de suite la porte et tu gagneras les champs. Toi qui n'es guère plus fort qu'un lièvre, au premier coup, tu roulerais à terre et l'on se battrait sur ton corps. De la prudence, garçon, de la prudence. C'est la première vertu d'un joueur de clarinette qui veut se marier. Allez donc croire, après ces paroles judicieuses, que l'oncle Conrad n'était pas prudent, et qu'il aimait autre chose que la vigne, le bon vin et la musique. Mais ce jour-là, je vis qu'il était glorieux de sa force, et cela me surprit. Toutefois, s'étant calmé presque aussitôt, il fit des excuses au vieux Mériane et dit qu'il avait parlé de la sorte pour voir si, parmi ces jeunes gens, quelques-uns auraient le courage de soutenir les cheveux gris. Après quoi, le père Mériane avoua que l'oncle Conrad était un bon vigneron, qu'il se connaissait en plants de toutes sortes, en culture, en vendanges, en cuvées, en fermentation, en tout. Il en dit même tant, et fit de l'oncle Stavelot de tels éloges que celui-ci, tout à fait apaisé, lui répondit en souriant qu'il allait trop loin, qu'on ne connaissait jamais à fond la culture de la vigne, que plus on apprenait de choses, plus il restait à savoir, et que l'expérience étant toujours ce qu'il y a de plus sûr, les jeunes ne pourraient se mettre sur les rangs pour le savoir que quand les vieux, comme le père Mériane, ne seraient plus là. De sorte que finalement tous les deux étaient attendris et que, vers 11 heures, au moment où le watchman vint nous prévenir qu'il fallait s'en aller, ils s'embrassèrent en s'appelant l'un l'autre les meilleurs vignerons et les plus honnêtes gens de toute la côte jusqu'à Tannes et encore plus loin. Les assistants s'attendrissaient avec eux. Et voilà comment j'appris que l'oncle Conrad ne méprisait pas la force autant qu'il voulait bien le dire pour se donner des airs raisonnables. Chapitre 2. Or cette année-là, vers la fin de l'été, l'oncle Stavelot eut une vache prête à véler. C'était la plus belle vache des Kersvir, de l'espèce suisse, grande, couleur café au lait, très bonne laitière, et qui s'appelait Rösel. Depuis 8 jours, le vétérinaire Hirsch venait la voir et disait chaque fois: Ce sera pour demain. Dans l'intervalle, arriva la fête de Kirchberg, où nous allions tous les ans danser et goûter du Kirschwasser. L'année étant très abondante en toute espèce de fruits, cerises noires, prunes, prunelles, mûres, myrtilles, tous ceux qui revenaient de Kirchberg disaient que la montagne autour du village et jusqu'à la lisière du bois était couverte d'arbres tellement chargés de prunes qu'il fallait les étayer pour les empêcher de se rompre. Ils disaient aussi qu'on distillait nuit et jour à la ferme du père Yeri Hans, qu'on avait trouvé le moyen de ne plus employer d'alambic en faisant passer la fumée dans de grosses tonnes cerclées de fer et autres choses semblables. On pensait donc que la fête serait magnifique, ce qui nous ennuyait beaucoup, car nous voyions bien, Marc Redel et moi, que l'oncle Conrad aurait de la peine à quitter la maison. Enfin, lui-même nous prit à part dans la salle et nous dit: Cette année, nous n'irons pas à la fête de Kirchberg. Ce vétérinaire dit tous les jours, ce sera pour demain. Et je ne puis abandonner Russell dans un pareil moment. Non, je ne puis pas laisser entre les mains de Hirsch et de la servante une bête qui me coûte 100 écus et qui me rapporte 6 pots de lait matin et soir. Je n'aurai pas une minute de tranquillité là-bas. Écoutez, mes enfants, nous irons à la fête de Witzenheim dans 15 jours. Cela nous fera autant de plaisir et nous pourrons boire alors du Kirschwasser à l'auberge du Bœuf Rouge, aussi bien qu'au Cruchon d'Or. Il sera même meilleur étant plus vieux. Vous avez raison, mon père. répondit Margredel d'un air assez triste. Et les choses étant réglées de la sorte, nous restâmes à la maison, tandis que la moitié des Kersvir allait à Kirchberg. On ne voyait que des voitures partir à la file avec 4, 5 et 6 bottes de paille, couvertes de gens en habits de fête, rubans au chapeau et verroteries dans les cheveux. Nous les regardions tristement de la fenêtre, et les jeunes filles criaient à Margredel: Hé, Margredel, tu ne viens donc pas? Allons, mets ta belle jupe, nous avons encore de la place.
Merci. répondait Margrenelle. Ce sera pour une autre fois. Et les garçons me criaient. Casper, prends donc ta clarinette. Arrive. Tu te mettras à cheval sur Schwartz. Hop hop, en avant. Et je hochais la tête. L'oncle Conrad, dans son petit verger derrière la maison, étayait les arbres pour ne pas voir ces choses. Cela dura jusque vers 10 heures. Alors le silence se rétablit. Le village était abandonné. On ne voyait que les vieux, assis devant leur porte au soleil. Les chiens même avaient suivi les voitures, et l'on n'entendait plus aboyer comme à l'ordinaire. Pendant le dîner, l'oncle Stavelot dit qu'il y aurait sans doute trop de monde à la fête, qu'on ne pourrait pas se retourner, et que les aubergistes profiteraient de l'occasion pour se débarrasser de leurs plus mauvaises piquettes et de leur fromage moisi. Il dit encore que nous serions mieux à Winsenheim, chez le père Michel Blum, un de ses anciens camarades qui l'invitait depuis longtemps à venir manger du Kugelhof et à goûter son Brimbelewasser. Puis nous descendîmes ensemble à l'écurie voir Rosel, et il m'avoua qu'elle ne pouvait pas tarder à faire son veau et que, si c'était pour la nuit, nous partirions le lendemain de bonne heure à la fête. Mais la chose traîna jusqu'au mardi, alors il était trop tard. Cependant, le soir du même jour, après souper, l'oncle Conrad, qui fumait rarement, et jamais que du tabac qu'il avait planté lui-même dans son jardin derrière la maison, l'oncle prit une petite pipe de buis en forme de tulipe, et, l'ayant mise dans la poche de sa veste, il me dit Casper, arrive. Nous allons voir ce qui se passe aux Trois-Roses. Je suis sûr que plusieurs sont déjà revenus de Kirchberg. Le vieux Bremer, Myriane, Zafiri. C'est leur habitude de coucher chez eux depuis 30 ans. Ils ne restent jamais jusqu'au lendemain. Margredel, si se passe quelque chose à l'écurie, envoie Orchel me chercher tout de suite. Nous sortîmes ensemble. En descendant l'escalier, l'oncle ajouta Je suis pourtant curieux de savoir si l'on s'amuse à la fête. Nous allons tout apprendre. et nous traversâmes la rue silencieuse. Quelques instants après, nous entrions dans la grande salle des Trois-Roses. L'oncle Conrad ne s'était pas trompé. Déjà bon nombre de vieux étaient de retour et fumaient là, les deux coudes sur la table, en se racontant ce qu'ils avaient vu de remarquable en ce jour, et se rappelant l'un à l'autre qu'en telle année, en telle autre année, il y avait de cela 10, 20 ou 30 ans, la fête de Kirchberg avait été plus belle, soit au passage du roi Charles X, soit à l'arrivée de Marie-Louise en France, soit du temps de Saint-Just, lorsqu'on avait planté le grand peuplier au milieu du village. Il se plaignait que tout dépérissait de jour en jour, que la jeunesse n'avait plus la même ardeur qu'autrefois, que les impositions augmentaient, que le Kirschwasser, le vin, la bière, la farine, la viande, enfin tout coûtait plus cher, qu'on ne savait pas quand cela finirait, et que c'était l'abomination de la désolation prédite par les saintes écritures. Le vieux greffier de la mairie surtout, le père Bremer, avec sa perruque roussâtre bien peignée, en forme de bonnet à poil, et sa grosse pipe d'ulme toute noire dont il tirait une bouffée de demi-heure en demi-heure, le vieux Bremer semblait mélancolique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.